La Tunisie est l'une des destinations favorites des Européens en quête de soleil, de mer bleue et de farniente. Par millions, ces envahisseurs pacifiques s'installent sur les plages et bronzent tranquillement. Ils ignorent le plus souvent que des visiteurs moins pacifiques ont fréquenté ces mêmes lieux depuis des millénaires. Les marins grecs sont chassés par les Phéniciens qui bâtissent Carthage. Les Carthaginois sont défaits par les Romains qui s'installent pour 700 ans en Africa. La vigne, introduite par les Phéniciens, cultivée par les Romains et les Byzantins, fait partie de l'héritage multiculturel de la Tunisie. Le nord du pays, de Bizerte au Cap Bon, lui offre des terroirs particulièrement favorables. Le grec Hérodote, 5 siècles avant Jésus-Christ, nous décrit des paysages couverts de vignes dans l'île de Kerkena. En face de leur pays, disent les Carthaginois, il y a une île appelée Kiravis, longue de 1200 stades, mais de peu de largeur, où l'on peut passer à pied du continent, pleine d'oliviers et de vignes. Dans cette île, il y aurait un lac, d'où les filles des indigènes, à l'aide de plumes d'oiseaux enduites de pois, retireraient des paillettes d'or contenues dans la vase. Est-ce vrai? Je ne sais. J'écris ce qui se dit. C'est magnifique, hein? Les Kerkéniens n'ont pas fait fortune avec l'or du lac, mais l'île offre aujourd'hui les mêmes vignes qui se multiplient ici depuis les Phéniciens. Sûrement la vigne sauvage, la Vitis sylvestris existait en Afrique et au Maghreb d'une façon générale, mais la Vitis, disons, vinifera est sûrement importée par les Phéniciens lorsque, déjà très longtemps, autour de l'an 1000, ils sont arrivés d'abord faire des reconnaissances sur les rivages maghrébins et en particulier en Tunisie, et puis ils vont fonder des comptoirs d'abord, puis la ville de Carthage. À Kerkena, les familles ont gardé de leurs ancêtres phéniciens la façon naturelle de conserver le jus de raisin, le laisser fermenter. Les grains gorgés de sucre sont foulés, pressés à la main, puis le jus est sommairement filtré. Magon, l'agronome carthaginois, a décrit le processus dans son traité d'agronomie. Les Romains l'ont conservé précieusement après la chute et la destruction de Carthage. Voici la méthode que Magon prescrit pour faire d'excellents vins avec les raisins séchés au soleil, procédé que j'ai moi-même suivi. C'est Columel qui dit ça. Il faut cueillir du raisin, hâtif, très mûr, et en séparer les grains desséchés ou endommagés, pour enfoncer en terre, à la distance de 4 pieds en tous sens, des fourches et des pieux, afin qu'ils puissent soutenir des roseaux. Ces roseaux, posés dessus, on y étendra les grappes au soleil, et la nuit, on les couvrira de la rosée. Une fois séchées, elles seront égrappées, et on jettera les grains dans une futaille ou dans une cruche, dans laquelle on versera d'excellents mous, de façon que les grains en soient entièrement recouverts. Au 6e jour, on mettra dans un cabas ces grains bien imbibés de mou et on les fera passer au pressoir. Le vin tiré, on versera sur le marc du mou tiré, nouvellement fait avec du raisin séché au soleil pendant 3 jours et on foulera ce marc. Bien mêlé dans ce mou, il sera pressé et on enfermera aussitôt le vin résultant de ces raisins secs dans des vases bien bouchés de peur qu'ils ne deviennent très durs. Enfin, au bout de 20 ou de 30 jours, lorsqu'il aura cessé de bouillir, on survidera dans d'autres vases dont on enduira aussitôt le couvercle de plâtre qu'on recouvrira d'une peau. C'est magnifique, hein? Le jus de raisin reste 4 à 5 mois dans une amphore solidement bouchée. Dans la saturation du gaz carbonique qui se dégage, la fermentation alcoolique spontanée se développe et puis s'arrête naturellement. Le vin ainsi produit rappelle le Rivesaltes ou le Banyuls. Ces Phéniciens, ils ont véhiculé, ils ont chargé leurs navires de savoir, de techniques, sans doute de plans, de boutures culturelles ou boutures culturales. Et ces boutures culturelles, parmi ces boutures culturelles, il y a évidemment la vigne. Ils ont apporté l'écriture, ils ont apporté des dieux, comme tous les dieux aimaient beaucoup boire. Et nous voyons comment la religion n'a jamais été étrangère à la vigne et au vin. Si le paradis des musulmans est traversé par un oued, un fleuve de vin, c'est
toujours l'humanité a fantasmé sur l'ivresse paradisiaque. La conquête arabe, en 670, marque la fin de la Tunisie byzantine et chrétienne. Ses premiers habitants, les Berbères, se convertissent à l'islam. Plus tard, les Ottomans dirigent le pays. La production de vin régresse, puis revient en force avec l'arrivée des Français. On produit alors essentiellement des vins de coupage pour la métropole. L'emblème de la ville a été dessiné il y a 4 ans. Il y a 4 ans, donc c'est tout récent. C'est tout récent. Et c'est Grand-Balien. Grand-Balien est une ville internationale de la vigne et du vin. Fête ces jours-ci son 42e festival, soit l'un des plus anciens en Tunisie, son festival de la vigne et du vin. On pourra voir quelques productions, quelques variétés de production de vin en Tunisie, des variétés produites par l'Union centrale des coopératives viticoles et par des particuliers, des sociétés créées dans le cadre du partenariat récemment lancé en Tunisie, une société tuniso-française et une autre tuniso-italienne. La vigne à Grand-Balien, c'est l'un des piliers de l'économie dans la région. Nous avons une école spécialisée dans la formation des jeunes viticulteurs pour la région de Grand-Balien et je dirais même pour toute la Tunisie. C'est une école spécialisée dans ce domaine. Après l'indépendance, en 1956, avec l'Organisation européenne du vin, certains marchés se ferment et découragent les exportations. La consommation intérieure fléchit. De nombreuses exploitations viticoles sont abandonnées. La production de vignoble est une production assez importante donc, pour la région, donc ici donc, à Grand-Balien, au Cap-Bon donc, en général. D'abord en termes d'emploi, c'est une activité donc, assez importante. Deuxièmement, en matière d'exportation, donc une devise pour le pays. C'est la raison pour laquelle, donc, au cours des dernières années, donc, nous avons axé nos efforts sur le partenariat. Ce partenariat s'est d'abord développé avec la France et l'Italie, mais également avec l'Allemagne, la Suisse et bientôt les USA. Les Canadiens se sont aussi implantés en Tunisie. Avec des facteurs naturels excellents pour la culture de la vigne et du savoir-faire, toutes les conditions sont réunies pour produire des vins de qualité. Depuis 3 ans, la Tunisie s'oriente vers une spécialisation et développe des vins d'appellation contrôlée. Elle a modifié sa législation pour se mettre en harmonie avec celle de l'Union européenne. Elle vise aussi l'exportation, principalement dans la CE. En 1948, l'Union des coopératives viticoles de Tunisie avait été créée pour aider à la reconstitution du vignoble ravagé en 1936 par le phylloxéra. Plus tard, cette union rassembla les énergies pour ouvrir de nouveaux marchés à l'exportation dans le nouveau contexte national et européen. En 1966, le gouvernement lui avait confié la gestion des caves des anciens colons. Mais aujourd'hui, de nouveaux débouchés s'ouvrent pour les vins de qualité. La reconversion s'opère, des équipements très modernes sont mis en place pour produire des vins mieux adaptés au goût de la clientèle. Le paysage est beau et nous sommes heureux d'être là et de pouvoir produire un bon vin de qualité. Ça, c'est l'entrée de la coopérative, de la cave. Le fer forgé tunisien, les feuilles de vigne et les grappes de raisin. Alors vous voyez, c'est magnifique, c'est beau. La coopérative est là pour accueillir d'abord ses invités, que ce soit les adhérents des coopératives ou alors nos partenaires étrangers de tous les pays d'Europe. Et vous allez constater tout à l'heure que nous avons pas mal de partenaires qui sont là, que nous collaborons ensemble, que nous avons fait un travail magnifique. Nos agriculteurs sont couverts, ils sont heureux parce qu'il y a une association qui les protège de tous les malheurs de la vie.
Et c'est pour ça que nos adhérents, qui sont au nombre de 2000 petits et moyens agriculteurs, viticulteurs, sont associés à notre coopérative et à notre action qui est, ma foi, encouragée, subventionnée par notre gouvernement. Ce souci de produire un vin de qualité est de toutes les époques. Retrouvons notre historien et le traité de Magon. Carthage est devenue une métropole maritime, mais aussi une métropole agronomique, puisqu'elle a engendré celui que les anciens unanimement appelaient le père de l'agronomie. C'est Magon, avec son encyclopédie, qui a traité de l'olivier, de la vigne, de la céréaliculture, de la manière dont il faut gérer une propriété. Un de ces proverbes, il dit « Si tu achètes une propriété, il faut que tu vendes ta maison en ville. » Dans l'encyclopédie de Magon, on peut trouver des recettes sur la manière de planter, la manière d'aligner, de disposer les échalas ou des vignes en gobelet ou des vignes rampantes. Et puis la manière de les soigner, de les guérir de certaines maladies. Si vous voulez avoir un bon vin, si vous voulez tester votre terre, votre terrain, creusez un trou de 2 coudées de profondeur et du fond, retirez une poignée de terre. Mettez la terre en la nettoyant un petit peu des cailloutis, tout ça, dans un verre et versez de l'eau. Et vous agitez bien entendu, et lorsque la terre se dépose, goûtez l'eau. Si l'eau est agréable, alors soyez sûr que vous allez avoir du bon vin. Si l'eau vous repousse, évitez ce terrain pour ne pas faire une mauvaise aventure. Vous voyez, c'est superbe tout ça. L'aventure, c'est certainement le choix de Neji Djenam, ancien directeur général de l'Office national de la vigne de Tunisie. Domaine de la perdrix. Nous sommes en plein vendange. Comme vous voyez, les raisins sont chargés sur le camion pour partir à la cave de vinification qui se trouve à 40 km d'ici. Si vous voulez bien, on va faire un tour auprès des vendangeurs et on va essayer de vous expliquer l'origine et la conduite de ce domaine. Il fallait que je dégage pour prendre ma retraite. Mais je suis d'une nature très active. Il fallait trouver une occupation pour remplir bien ma retraite. On m'a proposé de louer ce lot de techniciens de 80 hectares sur une quarantaine d'années. Avec beaucoup de subventions de l'État tunisien, je me suis engagé là-dedans, j'ai pris un terrain nu, plein de cailloux, je me suis mis au travail. Ça a fait exactement 3 ans, le 22 août dernier. Et j'ai planté de la vigne, principalement de cuve, de la vigne de table, des arbres fruitiers, ce qui totalise à peu près une exploitation actuellement cultivable et en goutte à goutte. Partout, 78 hectares 99, dont 12 hectares que j'ai trouvés en olivier. Avant de planter, il a fallu trouver des points d'eau. Et j'ai fait une prospection électrique sur tout le domaine. Et j'ai repéré 3 endroits où j'ai fait faire des sondages. Et on est descendu jusqu'à 150 mètres de profondeur. Le débit n'est pas très important, mais j'ai dans les 3 sondages, autour de 25-22 litres seconde. En plus de cela, j'ai le canal du Nord. Et ce canal traverse pratiquement ma propriété, le domaine, et me fournit à peu près 15 litres seconde. Ce qui me fait à peu près une quarantaine de litres seconde, ce qui est relativement suffisant pour l'irrigation de ces 78 hectares. Alors j'ai sélectionné mes cépages et j'ai essayé de mettre des cépages qui s'adaptent bien en Tunisie, tels que le Syrah, le Cabernet
Sauvignon, le Merlot et le Chardonnay. Ce qui nous permettra de faire des vins du type Côte-du-Rhône, un petit peu le Chablis peut-être. C'est quand même des grappes qui font une richesse en sucre de 220 à 250 grammes par kilo de raisin. J'ai fait mes études à la faculté de sciences de Dijon et au lycée agricole de Beaune. Et c'est là où j'ai appris mon métier de vinificateur, d'œnologue, etc. Et c'est un métier que j'aime beaucoup, que j'aimerais bien garder jusqu'à la fin de ma vie. Continuons notre promenade dans le temps et l'histoire au musée du Bardo, où est rassemblée la plus belle collection de mosaïques romaines et byzantines. La vigne, le vin et le dieu Dionysos sont parmi les thèmes favoris des Romains. Pour passer donc du vignoble carthaginois au vignoble romain, il faut bien une transition. Et vous savez que Rome a conquis Carthage et détruit Carthage en 146. Et il y a eu tout un siècle de 146 à 46 avant Jésus-Christ, tout à fait silencieux. On n'a pas de documents, on ne sait absolument rien. Cependant, en 46 avant Jésus-Christ, César arrive ici, en Tunisie, et c'était dans le cadre de la guerre civile. Et là, on s'est rendu compte qu'il a pu se procurer du vin dans les villes et villages de la Byzacène, l'actuelle Sahel, dans la région de Sousse, la région de Monastir, et la région de Mahdia. Aujourd'hui, la grande viticulture va avoir lieu, va se développer à partir pratiquement de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. L'apogée sera le 2e, le 3e siècle avant Jésus-Christ. Justement, au 2e et au 3e siècle, on assiste à l'expression, à l'éclatement pratiquement de la viticulture dans toutes les régions de la Tunisie d'aujourd'hui, donc de l'Africa, de la Byzacène au nord, dans la région de Béja, dans la région de Douga. Et nous avons beaucoup d'informations sur la vigne, alors dans les inscriptions, car les empereurs, à partir du 2e siècle, se mettent à encourager les Africains à faire des vignes, à planter des vignes, leur accordant des avantages fiscaux extrêmement alléchants, parce qu'il y avait un besoin de vin, certainement. Labirius était un grand viticulteur de la région de Doudna, l'actuelle Mornague en gros, actuellement aujourd'hui, et il a voulu rendre grâce à Dionysos, à Bacchus, pour tout ce qu'il lui a pu lui fournir comme richesse, comme fortune, comme prospérité. Il a fait cette allégorie. Au cours de fouilles faites à Tibaris, l'antique Tibar, eh bien, on a découvert cet Hercule ivre. Il a beaucoup bu et alors il a perdu complètement la raison. Et puis nous voyons faire des gestes, il n'est pas sortable. Une visite sur le terrain s'impose pour mieux comprendre comment vivaient les Romains, ce qu'ils cultivaient, ce qu'ils mangeaient, ce qu'ils buvaient. Direction l'ouest de la Tunisie. Opulente, la vallée de la Mégerda, torride en été, fut le grenier à blé de Rome. Une architecture bien particulière s'est développée, comme nous l'explique notre guide Mohamed. Grande ville, pour 20 000 personnes romains riches, 50 000 personnes esclaves, trouver deux termes publics, termes de thé, termes de verre, trouver le théâtre, l'amphithéâtre, trouver grand cimetière romain à 8 hectares, trouver le forum, trouver grand marché, trouver aussi bibliothèque, trouver 3 ou 4 temples privés, ça, tout ça, trouver sur le site. Ça, l'allée des maisons. Pour maison privée, il y a de belles mosaïques de marbre, personnages. Ceci, nous trouvions enterré par hasard. Ça, ville d'été, ce terrain, ville de verre, autre chose. Chaque maison romaine riche, vous avez 3 moulins. Trouvez moulin à huile, moulin de céréales, moulin de vin, un mortier pour faire le vin. Chaque maison.
salle patio pour les salles souterraines. Toujours trouver chaque maison, vous avez le patio comme ça, pour l'éclairage, pour le soleil, pour le bruit, pour l'air. Ça, c'est le mosaïque, 10 000 motifs de mosaïque. Couleur de pierre calcaire locale, trouvé ici sur place. On descend, ça les escaliers originales. Pour chaque marche romaine, trouvé 23 cm. Parce que le roman pas très grand, 1,40 m. Petit comme les Japonais aiment construire. Vous avez un stockage pour l'huile, pour le vin, pour les céréales, pour tout. Parce que nous trouvons les maisons romaines rez-de-chaussée, trouvons une petite de dépôt pour les céréales, pour l'huile, pour le vin. La Croumiri, qui borde au nord la plaine de Boula-Regia, est une région au relief tourmenté. La pluviométrie importante, 900 mm par an, supérieure à celle de Paris, a permis le développement d'un épais manteau forestier sillonné de torrents. Une atmosphère tout à fait surprenante pour la Tunisie. Le chêne-liège y règne en maître. Depuis 60 millions d'années, il est l'arbre méditerranéen par excellence. Son écorce était utilisée pour fermer certaines amphores, usage qui se perdit au IVe siècle. La modernisation de la verrerie, au XVIIe siècle, l'imposa pour le bouchage des bouteilles de vin. Le liège est obtenu par démasclage de l'arbre, opération qui consiste à enlever la couche superficielle de l'écorce. Les plaques sont prélevées avec soin, afin de ne pas léser l'assise phélogène qui assure sa reconstitution par cycle de 10 à 12 ans. On réalise le premier démasclage lorsque le chêne a plus de 25 ans et le tronc 70 cm de périmètre. Il faudra attendre plus de 40 ans pour obtenir un liège mûr. Le liège femelle, digne de la bouchonnerie. Mais le chêne-liège peut vivre plus de 200 ans. Les touristes commencent à découvrir cette forêt où il fait bon randonner, même s'ils préfèrent encore la plage de Tabarka et ses fonds qui invitent à la plongée sous-marine. Après l'effort, le réconfort. Ils dégustent un verre de thé à la menthe et pour certains, s'essayent au narguilé. Le soir, la gastronomie locale les attend et les surprend car la Croumiri est riche de gibier. Pour ce soir, on va préparer du civet de Marcassa. Bon, c'est notre spécialité ici à Tabarka. Et pour le dégraissage, on utilise du vin rouge. En principe, pour les viandes, chaque personne entre 100 grammes et 120 grammes. Voilà. On coupe les oignons en lamelles. Puis on va faire les oignons aussi. Puis les oignons sont des avoirs dorés. Et pour nous, c'est plus facile de préparer pour 10 ou 100 personnes que de préparer pour une personne.
Puis, on va mettre la viande. Ainsi que les oignons hachés. On va diminuer la matière grasse. Cette opération s'appelle le dégraissage. Ajoutez le vin rouge. Qui se compose de la et on laisse mijoter un peu. Puis on va mettre le fond blanc comme j'ai dit tout à l'heure. On va mettre du 4 épices. C'est un épice tunisien qui se compose de 4 épices mélangées, du carvi, du coriandre, de l'ail et du paprika, un peu de sel aussi, du poivre noir bien sûr. On laisse cuire entre 30 et 45 minutes. Pour accompagner ce civet de marcassin, un vin corsé et de rigueur. Au domaine Néferis, la renaissance de ce domaine viticole est confiée à une œnologue australienne. Le projet que nous avons en Tunisie fait partie d'une opération multiculturelle et multinationale qui implique des personnes des 5 continents. Du Liban, d'Europe, d'Australie et bien sûr d'Afrique. L'idée est de recréer le bassin méditerranéen. De cette manière, nous pourrons présenter à travers le monde des produits de niveau international, non seulement le vin, mais aussi l'huile, les fruits, les pâtes, le miel. Plein de choses représentant le mode de vie méditerranéen. Les vignobles que nous avons ici ont poussé sans eau depuis des dizaines d'années. Notre but à l'heure actuelle est juste d'améliorer la qualité et peut-être d'augmenter un peu la productivité. C'est vrai que l'eau est difficile à trouver, mais nous en trouverons et nous l'utiliserons de façon réfléchie et sérieuse. Ce que je veux dire, c'est que nous avons ici la terre, le soleil, la sécheresse, toutes les conditions nécessaires. En plus, nous avons toutes les capacités professionnelles pour réussir, notamment avec l'aide de l'équipe australienne. Nous n'avons pas du tout de problème de maladie. Ce serait ridicule de penser ça. Notre but est de garder nos vignobles propres et verts. À l'origine, en Tunisie, nous utilisions les cépages des Côtes-du-Rhône. Le Carignan est une variété qui a fait le tour du monde. C'est un subtil mélange que beaucoup de gens ne comprennent pas. Mais pour nous, qui avons étudié cette variété, c'est la crème de la crème des vins que nous avons ici. Plus simplement, la manière dont sont travaillés les fruits, leurs tanins, leurs couleurs et le choix du bon moment pour vendanger permet d'obtenir un vin exquis et très fruité, épicé avec une élégante structure. Il peut être léger comme un Beaujolais ou plus soutenu. Nous continuons à apprendre et à faire des recherches avec le Carignan dans ce pays.
Nous avons beaucoup travaillé avec la Syrah, qui donne aussi un type de vin important pour nous. Les deux vins se marient bien ensemble. Le Carignan est léger, élégant et épicé, alors que la Syrah est plus fruitée. Ces deux vins se marient si bien que ça nous permet d'obtenir un vin des plus goûteux. À nouveau, comme quand nous essayons d'améliorer la qualité, nous créons un nouveau style de vin avec ces variétés, grâce aux procédés que nous utilisons. Nous voulons qu'il fasse un grand retour. Nous voulons que les gens le connaissent et comprennent que ce n'est pas un vin de seconde classe, que c'est un vin de qualité. Le Carignan, c'est notre bébé. Si tout commence par les soins apportés à la vigne, si le talent du vinificateur est indispensable, si la conservation doit être irréprochable, il faut encore séduire le consommateur. Mohamed Salah, éditeur, s'emploie aussi à créer de belles étiquettes et des emballages superbes. Je pense que il y a un redémarrage extrêmement intéressant aujourd'hui dans le vin tunisien vers une meilleure qualité, pas seulement du vin, mais du contenant comme du contenu, de l'étiquette, de la bouteille, du suivi de qualité, de l'emballage. Nous y contribuons en tant qu'éditeurs, un petit peu avec nos clients et éditeurs dans le livre. Et aujourd'hui, la Tunisie est en train de reprendre pour faire de vin de qualité parce que nous avons les moyens de le faire. Notre terre le permet depuis des millénaires. Je suis éditeur et je suis méditerranéen. Et la vigne, le vin, comme l'huile d'olive et comme le pain, le blé, font partie de la culture méditerranéenne. Et comme nous sommes les éditions de la Méditerranée, les éditions du patrimoine, ce sont des sujets qui nous concernent énormément. Nous faisons des brochures, nous avons fait un agenda du vin qui retrace l'historique du vin en Tunisie, l'historique du CCV bien sûr, les zones de culture de la vigne et le calendrier de culture. Et nous avons fait, quand nous faisons des livres historiques avec M. Fantar sur l'histoire de Carthage ou les livres animés sur Carthage et autres, nous parlons de la vigne comme étant l'un des fondements de notre société, de la société méditerranéenne, de Tunisie méditerranéenne. Nous concevons les étiquettes presque toujours en fonction de la demande du client. Nous pouvons partir d'une idée à nous directement, mais généralement le client demande, il nous donne des indications, et dans ce métier, très souvent, nous dépendons du goût du client, et nous dépendons des modes d'étiquettes. Ça, c'est des étiquettes qui sont en train de sortir, toutes nouvelles, pour une ligne de produits, des marques nouvelles Cabernet Sauvignon pour l'UCCV, le Pinot Noir. Vous l'avez goûté, vous m'avez dit qu'il était excellent. Je crois que ça, c'est pas encore sur le marché, le Merlot. C'est la première fois en Tunisie qu'on va faire des vins de cépage. Et donc, nous avons essayé d'avoir une ligne d'étiquette qui soit repérable tout de suite. Quand vous aurez 4 ou 5 marques, on sait que c'est l'UCCV, on sait que c'est les vins de cépage. Le Magan, qui pour moi est le meilleur vin de Tunisie depuis quand même pas mal de temps, c'est le rare, sinon le seul vin de Tunisie qui vieillit bien. L'étiquette aussi appartient des caves de Bir Drassen, d'une photo des caves. Ça c'est conçu ici, approuvé par le client évidemment, et c'est une étiquette qui n'est pas encore sortie, qui va sortir ces jours-ci. Mais nous faisons également les emballages. Et là c'est pour les 2 bouteilles de Magan. Ça, c'est un livre qui a été fait par la mairie de Mégrine, qui est une ville à 5 km de Tunis. C'est un livre qui date d'une vingtaine d'années. Mais j'étais étonné en lisant qu'il y avait... je savais qu'on appelait ça Mégrine-Coteau. Mais maintenant, c'est une zone d'habitation, c'est une zone industrielle. Or, vous découvrez ici
qu'il y avait un domaine qui s'appelait Mégrine, d'une superficie de 300 hectares, produisant des vins très réputés et qui a totalement disparu, qui était au port de Tunis, avec un château avec 350 hectares. Il y a des reproductions de vieilles étiquettes qui datent des années 30 et 40. Ça, on n'en parle plus aujourd'hui, c'est fini. Ce passé historique est présent au domaine Saint-Augustin, géré par un couple de jeunes œnologues dont les débuts sont très prometteurs. Comme vous le voyez, on est dans une grande cave voûtée, une ancienne cave. Il fait très frais parce que les murs sont épais de 2 mètres. Donc on est dans une ancienne distillerie qui a été construite en 1880. Et on est tout à côté d'une grande cave coopérative qui s'appelle la cave Licari, nom de propriétaire italien, qui a été construite, elle, en 1920. En fait, c'est pour expliquer que le domaine sur lequel on est anciennement viticole, très anciennement viticole. Et donc, tout d'abord viticole côté privé. Ensuite, après l'indépendance, ça a été repris en cave coopérative. Et depuis avril 2000, en fait, les pouvoirs publics ont cédé ces propriétés de l'État à des investisseurs privés qui, en fait, ont investi en partenariat donc franco-tunisien. Alors, en plus de cette ancienneté viticole, on a une grande importance archéologique. On est sur un des plus anciens sites archéologiques de Tunisie, romains et carthaginois. On a retrouvé au début du siècle des superbes mosaïques, avec d'ailleurs des vignes dessus, témoignant donc de la présence viticole, et qui sont actuellement exposées au musée du Bardo. Donc, ce qui est important de souligner, c'est que même si la cave et notre production de vin est neuve, c'est-à-dire que notre première vendange, c'était l'année 2000, il y a un passé historique sur lequel nous insistons beaucoup. C'est pour ça que notre cave porte le nom de Château Saint-Augustin, en l'hommage au grand carthaginois Saint-Augustin. Nous avons tout d'abord une première gamme qui est AOC premier cru. Donc l'appellation ici, on se trouve sur l'appellation Sidi Salem. On est juste à côté de Grombalia, à 30 km de Tunis. Et donc l'appellation d'origine contrôlée est soit donc AOC, soit AOC premier cru. Donc nous avons 3 vins en AOC premier cru, rouge, rosé et blanc, qui est en fait symbolisé, pour nous, par le château Saint-Augustin et surtout la bouteille. Nous avons une sorte d'exclusivité sur cette bouteille qui est très originale. Alors on peut voir le blanc, le rosé et le rouge. Nous sommes très fiers aussi de notre rosé parce qu'on a obtenu au concours des Vinaliers internationales médaille d'argent pour le rosé. Pour une première production, on est assez fiers de ces résultats. On produit aussi une deuxième gamme de vins qui est seulement AOC, toujours Sidi Salem bien sûr. Et donc c'est seulement du rosé, qui s'appelle Graines d'amour, pour essayer de rendre ce vin plus jeune pour le côté international. Donc vous avez le Château Saint-Augustin Coup de cœur et le Château Saint-Augustin Graines d'amour. Nous espérons à l'export mettre en avant ces vins qui sont jeunes et plus à l'image typique des vins tunisiens. Donc en fait, nos premières bouteilles ont été produites en janvier 2001 et nous avons essayé de développer d'abord le marché tunisien. Et à partir d'avril 2001, nous nous intéressons au marché export. Donc dans le futur, notre but c'est de faire valoir l'image du vin tunisien en bouteille. Parce que le vin tunisien est depuis longtemps exporté en vrac. Et depuis 2-3 ans, les pouvoirs publics, les caves privées, tout le monde essaye de développer ce marché en bouteille pour avoir une image commerciale du vin tunisien. Il n'en reste pas grand-chose. Bon.
comment on fait pour les vins rouges, Stanley? Tu commences quand? J'ai déjà commencé. Là, on a réceptionné jeudi, je pense. Oui, jeudi, la cuve de Morastel. Et on a fait aussi le Pinot parce que c'était ce qui était le plus élevé en degrés. Mais normalement, mercredi prochain, on commence à tout rentrer. Les rouges d'un coup? Ouais, on attendait d'avoir plus que 12,5 degrés potentiels pour commencer. Je vous précise, ne pas toucher, parce qu'on s'est déjà pris 200 litres de vin par terre. Ah, elle est bouchée avec un peu de raisin, ça. C'est bouché? Ouais, c'est normal, hein. Ouais, par rapport à l'année dernière, déjà la couleur est... Il est en pleine fermentation, hein. Ça fait 2 jours qu'il fermente plein. Donc là, c'est... Là, c'est le Morastel. Morastel, 100%. C'est le cousin du Mourvèdre. 100%, ouais. Oui, pour 2 jours de cuve. 3 jours de cuve? Là, 3 jours de cuve. 3 jours de cuve, 2 jours de fermentation. Belle couleur, moi je suis assez content. Pas végétal? Non, pas du tout. Il n'y a pas d'amertume. C'est légèrement réduit, mais ça s'arrangera en fin de fermentation. Tiens, tu viens, je mets en vue. C'est un peu plus rose encore, mais bon, ça fait... Mais le fruité du Pinot, c'est quand même... Ça a été encuvé samedi matin, il y a 2 jours. Ça n'a même pas 36 heures de fermentation, tu vois, c'est beaucoup moins coloré quand même. Hein. Au Cap Bon, lorsque les vendanges sont terminées et que l'automne colore en rouge et ocre les vignobles, une armada de femmes envahissent les vignes. Elles ne viennent pas pour glaner les dernières grappes. Non, elles cueillent les feuilles pour l'industrie des colorants. Si les touristes se perdent volontiers dans la médina de Tunis pour acheter tapis, cuivre et autres productions de l'artisanat local, ils seraient bien inspirés de s'aventurer dans le superbe marché aux légumes tout proche. Tous les sens sollicités, ils seraient émerveillés. Les narines se dilateraient en passant devant les étals des marchands d'épices. Les yeux seraient attirés par les couleurs chatoyantes des fruits, pommes, citrons verts et jaunes, pêches, oranges, figues. Ils pourraient déguster les diverses variétés de raisins de table produits dans le pays et imaginer le dîner qui les attend dans l'un des plus célèbres restaurants de Tunis. Même en plein jour, on imagine mal ce qui se cache derrière les portes de bois cloutées, jalonnant les rues étroites de la Médina. Invitons-nous dans cette maison traditionnelle, conçue selon le plan de la villa romaine, et dans laquelle vivait une riche famille tunisienne. Le mur qui l'encercle et la dissimule aux regards indiscrets est typiquement arabe.
Dar signifie maison en arabe. Le mot vient de daoué, entouré. Les propriétaires du Dar El Djeld ont transformé au fil des ans leur maison familiale en un restaurant renommé. Les pièces s'articulent autour d'un patio. Au rez-de-chaussée, on trouve les pièces de réception, la cuisine et les réserves. Bon, notre plat c'est couscous poisson. Tout d'abord, je mets le couscous pour le cuire. Je mets le loup jusqu'il sera jusqu'il se bouillir. La décoration est riche, faite de carreaux de faïence et de motifs géométriques en plâtre sculpté. Son épice, c'est le cumin, plus sel, plus un peu de curcuma, d'huile, les ail et le lot, avec le lot. Sans garniture, c'est du pois chiche avec du raisin sec, du coin, qui sont cuits avec l'eau et un peu de curcuma et un peu d'huile. À l'étage, les chambres possèdent des fenêtres fermées d'un moucharabier, ce grillage en bois ou fer forgé qui permet de voir sans être vu. C'est du clou de girofle que je le fais l'épice, en épice. Sur le feu. Les femmes règnent en maître au fourneau. Ici, tout invite au plaisir. Plaisir des yeux dans cette demeure à l'architecture andalouse ottomane et plaisir de bouche avec une cuisine traditionnelle raffinée. Car c'est une vraie cuisine traditionnelle, tunisoise, que la carte propose, comme ce couscous de poisson au coin confit et raisin sec. On a deux vins à vous recommander. Le premier, c'est le muscat sec d'Oklibia, du Caban de la Tunisie.
avec les raisins secs et le coin, ça parfume, ça complète le goût. Ou je vous recommande le Silian. C'est un nouveau vin aussi parfumé, il est excellent aussi. L'esprit du vin souffle sur cette terre africaine, mais il est cependant recommandé avec ces vins tunisiens de raison garder, car l'ivresse paradisiaque peut être sur terre, mais elle peut être aussi dans l'au-delà.